étaient dans un statut historique totalement ambigu, qu'ils n'étaient pas des Français comme les autres, parce que beaucoup d'ailleurs ne connaissaient même pas la France de ces Oranais qui n'étaient jamais venus, qu'ils n'étaient pas non plus des gens qui avaient montré qu'ils pouvaient s'entendre avec les musulmans, c'était pas possible, ils en avaient eu toutes les occasions en un siècle, ils les avaient toutes refusées, rappelez-vous les accords Blum-Violette en 36 et 37, à aucun moment il n'y a eu aucune concession qui était faite, donc c'était impossible. Bref, c'était une structure de vie coloniale, il n'y a pas d'autre mot, et le temps du colonialisme était dépassé. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Empire français est en pleine déliquescence. L'Indochine est abandonnée dans le déshonneur par les militaires. Le Maroc et la Tunisie accèdent à l'indépendance en 1956. Et beaucoup de pieds-noirs, viscéralement attachés à l'Algérie française, craignent alors que ne vienne bientôt leur tour. Mon pays, la France, c'est passé avant. Ma façon de respirer. Vous savez qu'il y avait certaines personnes, même des gardiens de prison modestes, quand ils entendaient la Marseillaise, ils pleuraient. C'est-à-dire, mon père a fait 14-18, il a fait chemin des dames et tout. Il a toujours arboré ses décorations. Bon, Guillaume, il avait arboré ses décorations. Nos enseignants, notre clergé, c'est pas celui qu'il y a ici, et était plutôt patriotique. Alors, toujours on entendait, quand la France perdait une bataille, on avait tous mal au cœur, on pleurait presque, et quand elle gagnait une bataille, on était toujours content. Donc on aimait la France au-dessus, elle était plus royaliste que le roi. On aimait la France au-dessus de nos moyens. C'est en novembre 1954 qu'avait démarré l'insurrection algérienne. En août 1955, 71 Européens sont tués dans le Philippe-Villois, à l'est d'Alger. Un massacre qui marquera la population pied-noire, qui désormais n'ose plus s'aventurer hors des villes. J'avais un oncle qui avait une différence d'âge avec moi de 14 ans, que je considérais comme mon grand frère. C'était un monsieur qui était illettré, donc qu'on ne pouvait pas faire rentrer comme conducteur auto dans une administration, puisqu'il ne savait pas lire les noms de rue, etc. Et il avait cherché un emploi dans le transport de camions frigorifiques, et il faisait Oran-Colomb-Béchar. Et sur la route de Dublino, un jour, il a été arrêté par un barrage du FLN. Ils ont brûlé le camion et ils l'ont tué. Quand j'ai appris ça, on l'a enterré et quelques temps après, je suis allé à Dublino. J'ai posé la question au gendarme, j'ai dit bon, voilà, je suis le neveu de M. Cordier, etc. Est-ce que vous avez arrêté les auteurs de l'attentat? Il me dit, vous savez, M. Molina, c'est pas possible. Il m'a dit, ce sont des gens, ce sont des bergers. Il dit, ils enterrent les vêtements militaires et les armes, et quand ils doivent faire un attentat, ils déterrent, ils s'habillent en militaire, ils font le barrage, ils tuent les gens, ensuite ils reviennent, ils enterrent de nouveau les armes et les habits militaires, et ils gardent les moutons, ils sont bergers. Moi j'avais 14 ans. Quelques jours après, j'allais faire. J'ai vu mon père arriver sur la civière. Je suis né à Oran, dans une famille très méditerranéenne. Il y a des voisins, il y a tous les oncles, les tantes. On évacue les enfants. Moi, je suis chez moi, donc on m'a pas évacué. J'entends mes oncles dire, surtout que Pierre ne voit pas son père. Et l'espace de quelques instants, j'ai vu mon père. Mes oncles nettoyaient, il était nu. J'ai vu plein de sang noir coagulé, des trous. Plus tard, j'ai vu un spectacle encore plus épouvantable que ça. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je ne raconterai pas ça parce que c'est difficile. Voilà. J'ai vu la tête de quelqu'un qui m'était proche sur un buffet, avec son père, sa mère et son frère. Et puis quand je suis monté dans la chambre, À partir de 1956, l'insurrection algérienne, jusque-là limitée au bled, entre dans les villes. C'est la stratégie de la terreur décidée par le FLN au congrès de la Soumane.
Les attentats se multiplient à Alger, touchant désormais l'ensemble de la population européenne. Simultanément, le FLN terrorise ceux qui ne lui sont pas fidèles. Le massacre à Mélouza de 300 musulmans marque un nouveau degré dans l'horreur. Pour contrer cette offensive, l'armée française se lance dans une répression de grande envergure. C'est la bataille d'Alger, qui éloignera plus encore les deux communautés d'Algérie. Qu'est-ce que c'est ce tatouage que vous avez sur la main? C'est ma carte d'identité, monsieur. O-R-A-N, Oran. Oui. Quand est-ce que vous vous êtes fait ça? À l'âge de 18 ans, monsieur. Une déclaration d'amour. Exactement. Parce que j'ai toujours aimé mon pays. Quand vous êtes né dans un pays, que vous avez tout, et quand on vous dit demain il faut partir, on va se battre jusqu'au bout pour essayer de rester, de garder son pays, ses amis d'enfance, avec qui nous avons été à l'école, avec qui nous jouions au ballon avec des pelotes en chiffon dans les rues. Tout ça, c'est fini. Ça vous rappelle l'Oranie, ce décor? Ce qui rappelle, c'est Ajaccio. Quand tu vas à Ajaccio, tu crois que tu retrouves... Les sanguinaires, tout ça? non, mais non, même Ajaccio, la place d'Ajaccio, tu crois que c'est une place d'Algérie. Tu sais, Antemouchin, ou Lourmel, tous les petits villages d'Algérie. Les mêmes architectes? On retrouve la même... la Corse, c'est vrai. Tout le tour, c'est magnifique. Là, aujourd'hui, on n'arrive pas à voir l'Algérie, tu vois, parce que là, c'est un peu loin, là. bouché, là, aujourd'hui. Un peu loin. Dans des comptes, de Malaga, on était réfugiés politiques, on voyait les lumières au Val d'Aurore. Mais peut-être que D'Alicante, on voyait Oran. Ah non, on voyait les lueurs, les côtes, les lueurs. Ah oui, c'est ça que tu prends? La ville blanche écrasée de soleil où un jour je suis né. Les rues en pente, le pont sur le Rumel, les jardins d'orangers. Non, je n'ai pas oublié, bien que ma vie ait changé. La véritable histoire de l'OAS commence dès 1956, soit 5 ans avant sa création officielle, avec la formation des premiers groupes d'autodéfense européens. Ils fourniront plus tard les premiers bataillons de l'organisation de l'armée secrète. À l'époque, il s'appelle contre-terroriste. On n'était pas beaucoup, on était 5 ou 6. Et on a commencé à y aller. Quand on avait des renseignements, disons, qu'on avait des renseignements par des amis qui étaient dans la police ou autre, et on allait jeter une grenade pour que la police vienne perquisitionner. Vous voyez? Vous attaquiez à qui? Pardon? Les cibles, qui les décidait, comment vous les choisissiez? Eh bien, les cibles étaient données par des gens qui faisaient du renseignement. Vous voyez? Mais c'est pas nous-mêmes qui disaient, tiens, on va aller là, on va jeter une grenade pour le plaisir parce qu'il y a des Arabes dedans. Non, on le faisait que sur renseignement. Quand on savait quelqu'un, c'était un lieu de rendez-vous du FLN, on allait en balancer. La police venait ramasser les tracts, faire ramasser tout le reste, et nous, on se cachait.